Allô et bienvenue à la résolution de cette énigme-ci qui parle de couple de lapins. Oui, en fait, c'est un problème classique dont la résolution va vous surprendre au niveau de toutes les répercussions à travers le monde que ça implique. Alors, on commence tout de suite. Dans le fond, on commence avec un couple de lapins. Et ce qu'on dit, c'est que ces lapins-là euh, deviennent productifs au bout de 2 mois. Okay? Et qu'à chaque mois, ils ont un nouveau couple de lapins qui naît. C'est-à-dire qu'au départ, on part avec un couple de lapins. Un mois après, ils sont matures sexuellement pour que le mois suivant, parce que ça dure à peu près un mois la gestation, il y a un nouveau couple de bébés lapins qui naissent. Sachant cela, combien y a-t-il de couples de lapins après X mois? OK. Alors, comment on va faire ça? Alors, une petite simulation. Donc, au départ, nous avons un petit couple de jeunes lapins. Donc, chaque petit cercle que je mets, ça représente en réalité 2 lapins. Hein? C'est un couple. Puis on va dire que c'est un mâle et une femelle à chaque fois, un couple. Donc, premier mois, ils sont là, sont nés, un petit couple de jeunes lapins. OK. Donc, après un mois, nous avons un couple. Qu'est-ce qui arrive le mois suivant? Bien, ils deviennent matures sexuellement. Donc, quand je mets un rouge, c'est un couple de lapins, mais qui sont en âge de procréer. Eh oui, c'est le même des lapins, hein? Ça commence jeune. Donc, après un mois, il y a un couple. Après 2 mois, il y a toujours un couple. C'est juste qu'ils sont rendus matures au lieu d'être des enfants. Mais c'est un couple, un couple. OK, bon, jusqu'à date, ça va. Un couple, un couple. Le mois suivant, ben, le couple qui était mature sexuellement ici, un mois après, ils vont engendrer un couple de bébés lapins. Et eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Voyez-vous? Donc, ici, il y en avait juste un, c'était eux bébés. Ici, c'était eux un couple mature. Et le mois suivant, donc au troisième mois, nous avons 2 couples. Un couple de nouveaux bébés et le même couple mature. Et ce couple mature-là et tous les autres qui vont devenir matures, à chaque mois, ils engendrent un nouveau couple. Donc, au quatrième mois, qu'est-ce qui arrive? Ce couple mature-là, il est toujours mature. Ce couple de bébés lapins devient le mois suivant mature. Mais ce couple-là ici avait engendré un autre. Et donc, il y a un autre couple de bébés qui naît de eux autres qui sont rendus là. Donc, nous avons 3 couples. 2 couples de bébés matures et un nouveau couple de bébés lapins. Le mois suivant, alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, ces deux-là qui étaient matures sont toujours matures. Donc, je vais mettre 2 ici. Ils ont engendré chacun un couple de nouveaux bébés. Donc, je vais mettre le 2 ici. Et celui qui était bébé est rendu mature. Ça fait ça. Donc, nous avons 3 ici, 2 là, pour un total de 5. Bon, on commence à y voir un petit pattern. On va commencer. Le mois suivant. Alors, les 3 matures restent toujours matures. Je ne sais pas combien de mois ça vit des lapins, mais bon, c'est clairement plus quand même que juste quelques mois. Là. Donc, ils sont toujours là. Donc, les 3 matures sont toujours là. Les 2 couples de bébés sont devenus matures. Par contre, les 3 matures qui étaient ici ont engendré 3 couples de bébés naissants. Alors, ici. Ce qui fait que nous avons un total de 5 plus 3, 8. Et bon, faisons un dernier cas pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, ici, nous avions 5 couples de bébés lapins. Chacun était mature, ils sont restés évidemment matures. Okay. Donc, ces 5-là sont restés matures, mais les 3 bébés sont apparus comme étant des couples matures également. Donc, c'est ici, comme ça.
Et autre chose, les 5 qui étaient ici matures ont engendré chacun d'entre eux un couple de bébés naissants. Donc, un couple de bébés naissants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, ça fait un total de 8 plus 5, 13. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, il y en a juste 1, 2, 3. Mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est pas juste les nombres, parce que c'est pas si intéressant que ça, c'est qu'est-ce qui se passe entre les verts et les rouges. Voyez-vous ici la quantité de rouge que j'ai ici devient la quantité verte qui est là. La quantité rouge qui est ici devient la quantité verte qui est là. Le 3 ici devient le 3 ici. Le 5 ici devient le 5 ici. Et la ligne qui est ici est toujours la somme de tout ce qui est ici. Voyez-vous, ici, il y en a 2, c'est 1 plus 1. Ici, il y en a 3, c'est 2 plus 1. Ici, donc, il y en a 8 qui est 3 plus 2. Puis ici, il y en a 13, qui est donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça, qui est donc le 8 ici, plus le 5. Alors, ça marche tout le temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est les 5 plus 3. Donc, il y a beaucoup de choses que je remarque. Une ligne de rouge est toujours la somme des deux précédentes. La ligne au complète est toujours la somme des deux lignes au complet. Puis le nombre de rouge, de vert, pardon, devient le nombre de rouge. Le nombre de rouge devient le nombre de vert, comme ça en diagonale. Voyez-vous, il y a plusieurs liens qu'on peut remarquer ici. Donc, j'ai écrit les résultats sur une feuille pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut remarquer. Alors, dans le fond, j'ai écrit les résultats ici. La suite, elle est ici. Alors, nous avons 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, et ainsi de suite. Ce que j'ai écrit, ce sont les 10 premiers termes de la suite qu'on appelle la suite de Fibonacci. C'est le monsieur qui a découvert cette suite-là. Là, je me suis arrêté à 55, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui est le 10e terme. Pardon, parce que c'était une de mes questions. Quel était le 10e terme de cette suite et quelle est la suite au complet? Donc, c'est 55. Donc, au 10e mois, il y aurait 55 couples de lapins. Puis ça, c'est des couples, hein? Si on fait x2, 110 lapins. C'est quelque chose. Ouais. Donc, voyez-vous ce que j'ai remarqué ici? Bon, le 1, dans le fond, c'est 1 plus 0. À la deuxième mois, ça donne 1, c'est 0 plus 1. Le couple de bébés est devenu mature. Ce qui est à droite, c'est ceux qui sont matures. Ceux qui sont à gauche, c'est les bébés. Troisième mois, il y en a 2. Et le 2, c'est quoi? C'est 1 plus 1. Quatrième mois, il y en a 3, qui est le 1 plus 2. Voyez-vous, le 1 qui est ici, le 2 qui est ici. Cinquième semaine, il y en a 5, qui est 2 plus 3, qui est le 2 plus 3. Sixième semaine, il y en a 8, c'est le 3 plus 5. L'autre semaine, il y en a 13, et 13, c'est 5 plus 8. Hein, intéressant. Huitième semaine, il y en a 21, qui est 8 plus 13. Ça marche toujours. Neuvième semaine, 13 plus 21, 34. Et dixième semaine, 21 plus 34, 55. Ici, entre parenthèses, on peut retrouver les mêmes liens en diagonale de la somme des deux précédents entre les rouges et les verts que je vous ai montré par rapport à ça. On a les mêmes remarques, mais par écrit. Mais la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est que peu importe le nombre de mois qu'on a, bien, le résultat qui est là sera toujours la somme des 2 mois précédents. Tout le temps. OK. Là, je demandais comme question suivante, c'est bien, quelle est la limite quand n tend vers l'infini, quand on tend vers un nombre de mois de plus en plus grand? Quel est le rapport entre deux termes qui se suivent? C'est ce que je demandais, le rapport. Dans le fond, je voulais savoir UN, ça veut dire U, c'est la valeur du terme à la nème étape, divisé par U
n-1, ça veut dire la valeur de la série à l'étape précédente, à n-1 étape. 1 divisé par l'autre, c'est le rapport. Puis quand n tend vers l'infini, genre la 200e étape sur la 199e, poursuivons la 2 millionième étape sur la précédente, et ainsi de suite, ça donne quoi? Bon, alors, on peut y aller avec ce qu'on a déjà comme résultat ici et faire le rapport des premières étapes. Donc, ici, j'ai le 1, donc 1 divisé par 1, ça donne 1. J'ai ensuite le 1 et le 2, 1 divisé par 2, 2 divisé par 1, toujours le plus grand sur le plus petit, ça donne 2. Ensuite, je prends les suivants, donc qui est ici 3 et le 2. 3 et 2, ça donne 3 divisé par 2, 1,5. Et je continue. 5 divisé par 3, 1,6 périodique. OK, fait qu'on réalise que le nombre risque d'être entre 1 et 2, puis proche d'1,5. Si je continue, 8 divisé par 5, 1,6. 1,6 périodique, 1,6. OK, on a l'air à coincer le nombre quelque part dans le 1,6. 13 divisé par 8, 1,625. OK, on est vraiment dans le 1,6. Et là, on est en train de préciser les autres décimales. 21 divisé par 13, 1,615. OK, on se raffine. 34 divisé par 21, 1,619. De plus en plus précis. 55 divisé par 34, 1,617. Bon, ben, 619, 617, ça risque d'être entre les deux. Je dirais 618. Et comme de fait, le suivant, c'est 1,618. En fait, j'écrivais juste 3 décimales ici, mais il y en avait plus. Fait qu'ici, à 6,18, j'ai, pour la prochaine étape, racheté d'autres décimales pour se raffiner davantage. Donc, 144 divisé par 89. Et le 144, juste pour vous rappeler d'où est-ce qu'il vient, mais c'est la somme des deux précédents. Donc, 89 plus 55. 144 sur le précédent, 89. 1,61797. Je continue. Donc, 233 sur 144. 1,61805. OK, on voit où on se situe. Le suivant, 1,61802. Ensuite, le suivant, 1,61803. Et le suivant, 1,61803. Et 3 petits points, il y a d'autres décimales. Donc, ce que je sais, c'est que la réponse vers l'infini, le rapport à l'infini, va commencer par 1,61803, tatati, tatati, tatata. Et le tatati, tatata, si on veut les trouver, il faut rajouter d'autant plus d'étapes. Plus on rajoute d'étapes, plus on va se raffiner. Puis plus on se raffine, plus on arrive au résultat le plus proche du vrai résultat. Mais maintenant, est-ce qu'on va arriver au vrai résultat un jour? Autrement dit, est-ce que ce nombre-là est comme le nombre pi? Vous savez que le nombre pi, c'est une suite infinie de nombres, on n'aura jamais la fin. Ici, la même chose, c'est ce qu'on appelle, c'est un nombre irrationnel. On n'arrivera jamais à la fin, il va toujours y avoir de plus en plus de décimales qui vont se rajouter. La différence entre ça et le nombre pi, il y a quand même une différence importante, c'est que le nombre pi, la seule façon de calculer le nombre pi, c'est avec des méthodes de ce genre, c'est en s'en approchant de plus en plus, en faisant une approximation, une limite. C'est la façon de calculer pi. Et plus on se raffine dans notre approximation, plus on a de décimales, et plus le nombre pi devient précis. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un nombre irrationnel, mais contrairement à pi, qui est un nombre transcendant, et qu'est-ce que la différence entre transcendant et irrationnel? Transcendant, c'est un nombre irrationnel, mais pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre même sous forme de racine carrée, il n'y a pas d'équation de solution d'un polynôme qui permet d'arriver à ce résultat-là autre que par des calculs de limites. Ici, on peut y arriver par des limites comme je faisais, mais il y a une façon d'y arriver en résolvant une équation. C'est ce que je vais vous montrer, alors que pi, ça ne peut pas être le résultat d'un polynôme, d'une équation
coefficient entier. Alors qu'ici, vous allez voir, c'est possible. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, regardez la subtilité de comment trouver le rapport. Dans le fond, on part avec l'idée de base que le nème terme de la suite est égal à u de n-1, ça veut dire son précédent, plus l'autre précédent, les deux précédents. La somme des deux précédents donne le terme actuel. Donc, moi, ce que je veux, c'est trouver, u de n plus 1 sur u de n, le rapport entre deux termes consécutifs. Qu'est-ce que ça donne quand n tend vers l'infini? On ne sait pas, on va dire que c'est le nombre x, et on va le chercher ce x-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je vais remplacer u de n plus 1 par sa définition selon ça ici. C'est toujours, un terme est toujours égal à la somme de ces deux termes précédents. Alors, c'est exactement ce que je vais faire. U de n plus 1, ça va être donc égal à u de n plus u de n moins 1, les deux précédents. Toujours divisé par u de n. Lui, je n'y touche pas. Et là, qu'est-ce que je fais? Je remarque que les deux sont sous le même dénominateur. Je vais séparer donc ici en deux fractions. Donc, ça va être u de n sur u de n plus u de n moins 1 sur u de n. Voyez-vous, c'est l'étape, le contraire de mettre sur le même dénominateur, c'est de séparer en deux fractions. Mais u de n sur u de n, c'est la même valeur, ça vaut 1. Il reste donc u de n moins 1 sur u de n, ça ici. J'ai donc 1 plus u de n moins 1 sur u de n. Là, ce qu'on remarque, c'est que ça ici, c'est un rapport, mais contrairement à mon rapport de départ, qui est celui-là, j'avais le gros sur le petit. Là, je me trouve à voir le précédent sur l'actuel, dans le fond, le petit sur le gros. Fait que pour avoir une espèce de récursivité, pour pouvoir manipuler, pour avoir un pattern, il faudrait avoir la même forme. Ça veut dire toujours le gros sur le petit. Pas de problème. Alors, le 1 reste le 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser la fraction. Mais en inversant la fraction, si je fais 1 divisé par la fraction inversée, c'est comme si j'inversais 2 fois la fraction. Ça redevient cette fraction-là. Oui, je l'ai inversé une fois. Puis en mettant 1 sur la fraction inversée, ça réinverse à nouveau la fraction. Hein, c'est comme dire 4 tiers, c'est la même chose que 1 divisé par 3 quarts. Parce que quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. 1 divisé par 3 quarts, ça fait donc 1 fois 4 tiers, et c'est ce que j'avais au départ. Donc 4 tiers, c'est la même chose que 1 divisé par 3 quarts. C'est la subtilité que je vais faire ici. Ce qui me permet de dire que c'est toujours égal à 1 plus 1 sur, et là j'ai le gros sur le petit, je vais donc pouvoir transformer u de n selon sa définition ici, qui est la somme des deux précédents. Donc, c'est ce que je vais faire. U de n, c'est donc u de n moins 1 plus u de n moins 2 sur u de n moins 1. Bon, je viens ici, j'ai toujours mon 1 qui est ici, le 1 qui est ici, il est là, et là, ici, les deux sont sur u de n moins 1. Je vais les séparer. J'ai donc u de n moins 1 sur u de n moins 1, u de n moins 2 sur u de n moins 1 ici. Qu'est-ce que je remarque? Ça vaut 1. Donc, 1 plus 1 sur 1, plus u de n moins 2 sur u de n moins 1. OK. Et encore là, la même remarque, j'ai la même fraction, le même rapport qu'au départ, de deux thèmes consécutifs, mais en ayant le précédent avant l'actuel. Voyez-vous? Donc, je pourrais refaire le même pattern qui serait de faire 1 sur ceci inversé, remplacé par ceci, par sa définition, séparer en deux fractions équivalentes, puis avoir encore des 1 sur le 1 plus 1 plus. Bref, si je continue, okay, parce que ça n'a jamais de fin, mais ça va donner quoi? Mais le x qu'on cherche dans le fond, c'est 1 plus 1 divisé par 1, c'est plus. Ceci donnerait quoi? Ben, la même chose, 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus tatati tatata. Voyez-vous, on pourrait continuer, ça donnerait toujours la même chose. Toujours.
Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on veut calculer le rapport quand n tend vers l'infini. Donc, il y aurait une infinité d'étapes. C'est pour ça que je mets 3 petits points. Alors, s'il y a une infinité d'étapes, pardon, si j'enlève une seule étape à une infinité d'étapes, ça ne change rien au résultat, parce que l'infini moins 1, ça donne l'infini. Alors, ce que je vais remarquer, c'est que ça ici, à partir de là, voyez-vous, juste ça, mais c'est la même chose que tout ça. Ben oui, parce que j'ai 1 plus 1 sur la même chose que lui. Voyez-vous, j'enlève une étape à une infinité d'étapes. Mais si tout ça vaut x par défaut, ben ceci jusqu'à l'infini, auquel j'enlève une étape, mais elle ne changera rien, ça va également donner x. Donc, j'ai l'équation suivante, x qui est ici, est égal à 1 qui est ici, plus, le 1 qui est ici, pardon, plus 1 divisé par tout ça qui est x. Et ça, c'est vrai uniquement si n tend vers l'infini. Bon, ceci, comment je vais faire pour résoudre ça? Je multiplie par x partout, x fois x, x2, 1 fois x, x, et 1 sur x fois x, ça donne 1. J'ai donc x2 qui est égal à x plus 1. J'envoie tout du côté gauche. Ça fait x2 moins x moins 1 égale à 0. Alors, pour ceux qui sont habitués ici, on a un système de deuxième degré. Et comment on fait pour résoudre ça? Il y a la fameuse formule quadratique que vous avez probablement vue à l'école secondaire qui disait ben, c'est moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac divisé par 2a. On voyait ça en secondaire 4 de mémoire. Mais que vaut le ABC? Ben, le ABC, ce sont les coefficients ici. C'est le coefficient du x2. Donc, le A ici, il n'y a pas de chiffre, c'est 1. Ici, le B, c'est le coefficient devant le x, il y a un moins, donc c'est moins 1. Et le C, c'est le terme constant, c'est moins 1. Je remplace ABC dans cette grosse formule-là. Donc, moins B, le B, c'est moins 1. Moins B, c'est moins 1, c'est 1. Plus ou moins la racine carrée, donc b au carré, b c'est moins 1, donc moins 1 au carré, moins 4, 4 fois a, 1, donc fois 1, fois c qui est moins 1. Qu'est-ce que ça donne? Tout ça sur 2a, donc sur 2 fois 1, parce qu'à vaut 1. Donc, 1 plus ou moins racine carrée, ben le moins 1 au carré, c'est 1 au carré, ça vaut 1. J'ai le moins de la soustraction. Et 4 fois 1, 4. 4 fois moins 1, moins 4. J'ai 1 moins 4, le tout sur 2. Donc, j'ai 1 plus ou moins racine carrée de 1 moins 4, c'est 5. Racine carrée de 5. Voyez-vous? Racine carrée de 5 sur 2. Donc, 1 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, ici, si je fais 1 moins racine carrée de 5, je vais avoir un nombre négatif. Moi, un rapport négatif, je ne le veux pas, je rejette cette solution-là. Je vais garder juste le 1 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 2. Et ça, quand je le fais à la calculatrice, 1 plus racine carrée de 5 égale, divisé par 2, qu'est-ce que j'obtiens? 1,61803 tatati tatata. Et qu'est-ce que c'était ça? Et oui, vous avez raison, 1,61803 tatati tatata. Excellent. Bon, on avance. Question suivante, je vous demandais, c'est quoi le rapport entre ceci, Fibonacci, les lapins, et le rectangle d'or? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nombre-là qu'on vient de trouver, le 1,61 tatatata, on l'appelle le nombre d'or. Le symbole, c'est ça, c'est la lettre grecque phi, qu'on appelle donc FI, équivaut donc 1 plus racine de 5 sur 2. Et là, c'est à virgule, le résultat 1,618033989, tatata. Voyez-vous, ça ne se termine pas. C'est un nombre irrationnel, ça ne se termine pas. Mais il n'est pas transcendant comme pi, puisqu'on a pu le trouver comme étant la réponse d'un polynôme. Chose que pi, c'est pas le cas. Maintenant, pour continuer, pour terminer l'énigme sur le nombre d'or, sur Fibonacci, les lapins, tout ça,
Je vais faire un petit test avec vous, un petit sondage. J'ai dessiné 3 rectangles ici, A, B, C. Et je vais vous demander lequel d'entre vous, c'est-à-dire quel rectangle vous préférez d'un point de vue juste esthétique. Est-ce que c'est le A, le B ou le C? Pour ceux qui me disent même, David, le A, c'est pas un rectangle, c'est un carré. Je m'excuse, mais pour être un rectangle, ça prend 4 angles droits. Est-ce que j'ai 4 angles droits? Oui. Dans le fond, un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas forcément un carré. Donc, c'est pas une contradiction de dire que c'est un rectangle. C'est un rectangle qui a les 4 côtés égaux, c'est tout, mais c'est un rectangle. On appelle ça un carré, mais un carré est un rectangle. Donc, j'ai 3 rectangles. Avez-vous choisi lequel vous trouvez le plus beau? Est-ce que j'ai raison de dire que c'est le B? Comment ça se fait que j'ai deviné ça? Parce qu'il est dans un rapport qu'on appelle doré. La plupart des choses que l'on trouve belles, on est influencé par un rapport doré. Quand le rapport entre la longueur et la hauteur d'un rectangle s'approche de 1,6, si j'arrondis, qui est le 1,61 du nombre d'or, à peu près 1,6, plus c'est proche de ce rapport-là, plus nous le trouvons inconsciemment esthétique. Et c'est prouvé d'ailleurs que les dimensions, les proportions du corps humain dans le visage, dans le corps et tout ça, si on prend la distance entre le front, le nez ou entre les 2 oreilles ou entre la tête puis le nombril, entre les 2 bras, je ne les connais pas par cœur, mais je sais que lorsqu'on prend certaines mesures de points spécifiques à même le corps humain, plus ça s'approche du nombre d'or, plus cette personne avait été considérée comme étant esthétiquement belle par des personnes qui participaient au sondage. Et là, je parle du corps humain, mais on peut dire ça pour un rectangle et pour plusieurs autres choses. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la plupart des rectangles qui représentent les drapeaux du monde ont un rapport qui s'approche très, très proche du nombre d'or. Il n'y a pas beaucoup de drapeaux qui ont de pays, qui ont un drapeau de forme carrée. Il me semble que le Vatican ou Monaco, puis on ne trouve pas nécessairement ça très beau. Puis des rectangles du genre comme ça, il n'y en a pas vraiment. On ne parlera pas du Népal, qui est assez fucké avec ses 2 triangles, mais bon, la majorité, c'est des rectangles. Et vous remarquerez que plus il est proche du nombre d'or, plus on le trouve joli. Et ils sont pratiquement tous dans ce rapport-là. Alors, qu'est-ce que le rectangle d'or? Alors, j'ai dessiné ici un rectangle dont la hauteur est 1 et la longueur ici est x. On veut chercher x. Et ce qu'on veut, c'est on s'intéresse au rapport entre la longueur sur la hauteur. Fait que si je mets la hauteur égale à 1 et que la longueur est égale à x, le rapport que je cherche, le rapport doré, va être égal à la longueur x sur la hauteur qui est 1, et x divisé par 1, c'est x. Dans le fond, j'ai juste à trouver x dans ce rectangle-là, et x sera le nombre d'or. Ça va être le rapport doré. Alors, qu'est-ce que le rectangle d'or? Alors, c'est un rectangle que lorsque je viens enlever le carré ici, voyez-vous, ici j'ai un rectangle, donc ce côté-là est plus long que lui. Si je m'arrête ici, il y a une distance de 1, parce que ça c'est 1. J'enlève le carré de 1 par 1. Il va rester un rectangle ici qui sera dans la même proportion dorée que celui-là. Et si à ce rectangle-là, je viens lui enlever le carré ici, il va rester un rectangle dans la même proportion que celui-là. Et orienté de la même façon, comme ça. Si j'enlève le carré, il va lui rester un rectangle doré. Si je lui enlève le carré, et ainsi de suite. Voyez-vous, ça devient de plus en plus petit. Mais c'est ça le rectangle d'or. Mais quand est-ce que le fait d'enlever un carré toujours donne un rectangle avec la même proportion? Mais c'est pour une certaine valeur de x très précise. C'est pas n'importe quel rectangle. Et on va trouver cette valeur très précise de x. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'au départ, x sur 1, c'est le rapport de ce rectangle-là. On veut que lorsqu'on retire le carré ici, il reste un rectangle avec la même proportion. Mais quelles sont les dimensions de ce rectangle-là? Bien, ici, cette dimension-là, alors, dimension, ça va être toujours la longueur, le côté le plus long, sur la hauteur.
Mais ici, le rectangle, sa longueur, là, ce n'est plus ça, sa longueur. Sa longueur, c'est ce côté-là. Et ce côté-là, il vaut quoi? Mais si ça, ça vaut 1, ça vaut 1. Donc, 1. Sur sa hauteur, la hauteur au départ, c'était ça pour lui. Mais la hauteur de ce rectangle-là, c'est ça ici. Et ça vaut quoi? Ça vaut x. J'avais x. J'ai enlevé 1 ici. Ça vaut x moins 1 que j'ai écrit ici. Ça vaut x moins 1, x moins 1. 1 sur x moins 1. Il faut juste donc résoudre ceci. Donc, x fois x moins 1, x fois x moins 1 doit être égal à 1 fois 1, produit croisé. X au carré moins x égale à 1. J'envoie le 1 de l'autre bord. X au carré moins x moins 1 égale à 0. Et ça, on se rappelle d'avoir vu ça à la page précédente. Et ça donne, donc, le même, si je fais la formule quadratique que j'avais faite, ça donne le même résultat. Pour ceux qui ont oublié, c'est exactement ce que j'avais ici. X au carré moins x moins 1. Et lorsque j'avais fait la formule, 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et c'est ce que j'obtiens, 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et ça, c'est le nombre d'or, c'est le rapport doré. Et voilà, le nombre d'or, on le retrouve partout. On le retrouve dans les lapins, on le retrouve dans les proportions du corps humain, on le retrouve aussi dans le tournesol. Si on prend 2 rangées successives de graines dans un tournesol, vous allez voir que ça suit la suite des Fibonacci. On retrouve ça dans le colimaçon aussi des escargots. On le retrouve dans la séquence des feuilles d'une plante. On le retrouve dans beaucoup de choses, dans les dimensions des pyramides d'Égypte. Et bref, vous irez lire là-dessus. C'est un nombre assez fascinant. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit demain pour une autre émission.